Bonjour à tous, merci beaucoup de nous rejoindre pour ce webinaire de l'AFPBN sur les actualités et les innovations dans les troubles neurologiques fonctionnels. Alors, nous avons eu la chance avec le docteur Guilhem Carle Tout-le-Monde et le docteur Béatrice Garcin d'assister à un congrès international sur les troubles neurologiques fonctionnels géré par la Société internationale des Functional Neurological Disorder. Et on a vraiment appris énormément de choses à ce congrès et nous avions voulu pouvoir vous faire partager un petit peu les découvertes que l'on a fait au sein de ce congrès. Et puis, donc cela est porté par la section neuropsychiatrie de l'AFPBN. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer. L'idée est d'avoir 3 parties. La première, présentée par Guilhem Carle Tout-le-Monde sur l'éthiopathogénie, qu'est-ce que l'on en sait aujourd'hui. Je me chargerai de la seconde partie sur les aspects cliniques. Et enfin, Béatrice Garcin pourra évoquer les actualités thérapeutiques dans ces troubles neurologiques fonctionnels. Donc, merci à tous d'être présents, de rejoindre ce webinaire de l'AFPBN qui sont de plus en plus nombreux et suivis. Et je laisse tout de suite la parole à Guilhem. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans l'outil questions-réponses et nous prendrons l'ensemble des questions à la fin de nos 3 présentations. Merci Coraline. Donc, on m'a chargé de parler des actualités physiopathologiques dans les troubles neurologiques fonctionnels, en tout cas de ce qui a été discuté lors de ce 4e congrès, cette 4e conférence internationale à Boston en juin dernier sur les troubles fonctionnels. La question des mécanismes impliqués dans les troubles neurologiques fonctionnels, c'est quelque chose qui agite beaucoup les chercheurs qui s'intéressent à ce sujet-là. Il y a de plus en plus de recherches sur ce sujet, évidemment, et la littérature scientifique s'est beaucoup enrichie depuis une vingtaine d'années sur ce sujet. Et donc, l'idée, c'est de vous en faire un retour sur les synthèses, finalement, de ce qui a été dit lors de cette conférence. Toute la question qui chapeaute cette recherche, elle est autour du mouvement, évidemment, puisque dans les troubles neurologiques fonctionnels, on parle d'anomalies motrices, sensitives, cognitives, mais donc il y a cette question du mouvement normal et du mouvement anormal. Et ça émane aussi de la clinique, puisque les patients, quand ils viennent nous rencontrer, souvent, ils nous disent, mais voilà, on me dit que c'est dans ma tête, moi je ressens les symptômes dans mon corps, où est-ce que ça se situe exactement? Et donc la question de la recherche dans ce domaine-là, elle est aussi autour de comment élucider cette problématique. Est-ce que ça vient du cerveau, du corps? Est-ce que finalement c'est connecté, puisque on a quand même un coup? Et savoir dans quel sens ça se passe. Est-ce que ça vient du cerveau vers le corps, du corps vers le cerveau, ou les deux? Et donc, dans ce cadre-là, on a eu la chance d'avoir une leçon de pédagogie par Madame Lisa Feldman-Barrett, qui est psychologue américaine, travaille à Boston, qui est chercheuse, et qui nous a parlé d'une théorie qu'elle a, au fur et à mesure, enrichie par ses recherches, la théorie des émotions construites, qu'elle a récemment appliquée à la question des troubles neurologiques fonctionnels dans un article récemment paru dans Brain. Et donc, dans cette théorie, elle parle de comment sont faites les émotions et comment elles sont, quels sont leurs rôles aussi dans le mouvement notamment. Et donc, pour ça, elle repart sur l'évolution de l'humain et rappelons qu'on vient quand même de systèmes beaucoup moins complexes que ce qui est notre cas actuellement. Donc, on était plutôt un système digestif plus qu'autre chose. Et au fur et à mesure de l'évolution, le corps s'étant complexifié, il est apparu la nécessité de coordonner tous ces éléments-là. Et c'est là que le cerveau a pris toute sa place dans la régulation, la coordination des besoins du corps. Pour ça, le cerveau va fonctionner par prédiction, c'est-à-dire il va être dans le futur pour essayer de lancer des commandes dans l'action notamment, pour prédire les besoins du corps et éviter des pénuries XY. Donc par exemple, on va avoir soif bien avant qu'on n'ait plus d'eau dans notre corps. Donc ça a une nécessité de pouvoir prédire en amont les besoins du corps et de les coordonner et d'envoyer ces commandes par probabilité, donc avec un risque d'erreur évidemment,
pour pouvoir rester adapté de manière dynamique à un environnement qui est lui aussi dynamique. C'est là qu'est apparue la notion d'allostasie, hein, la différence de l'homéostasie. L'allostasie, ça va être vraiment le fait de rester adapté de façon dynamique à cet environnement de façon dynamique aussi. Et donc, cette prédiction qui va être gérée au niveau cérébral va mener à une commande qui va ensuite générer un mouvement, par exemple, et générer des sensations, des signaux physiques, ces signaux physiques qui vont aussi être renvoyés au niveau du cerveau et vont être intégrés de manière à pouvoir comparer ce qui s'est passé lors de l'expérience par rapport à la prédiction qui avait été faite. Et cette comparaison, qu'on appelle l'erreur de prédiction, va amener le cerveau à modifier ou non sa façon de travailler pour réguler les besoins du corps. C'est ce qui fait que on va s'arrêter d'avoir soif une fois qu'on aura bu un peu d'eau, par exemple. Donc, ces signaux physiques, ils sont importants. C'est ce qu'elle explique aussi dans sa théorie, c'est que sans ces signaux physiques, notre cerveau ne peut pas rester adapté de façon dynamique à ce qui se passe autour de nous ou en nous. Et c'est là qu'apparaît le rôle des émotions, notamment pour pouvoir, comme un thermostat, nous permettre, à travers ce signal, hein, qui est l'émotion, de modifier notre façon de fonctionner pour rester adapté. Et elle explique que ces émotions, finalement, émanent de nos sens et que, à travers ces différents sens, on va percevoir différents signaux qui, associés, vont pouvoir, selon notre vocabulaire développé au cours de notre vie, nous permettre d'identifier telle ou telle émotion. Et ça a tout son sens chez les patients qui ont des troubles neurologiques fonctionnels, et c'est là qu'elle applique cette théorie à ce sujet, en disant que les patients qui ont des troubles neurologiques fonctionnels rapportent très souvent une alexithymie, c'est-à-dire cette difficulté à identifier les émotions, et donc les signaux physiques, et de les exprimer. Et donc, dans ce sens, quand on a du mal à identifier ces signaux-là, forcément, la manière dont on va prédire nos mouvements va être influencée par cet état directement. L'autre aspect qu'elle avance aussi dans les mécanismes en jeu potentiellement dans les troubles neurologiques fonctionnels, c'est que la base serait celle d'un déficit ou des difficultés de gestion des niveaux d'énergie physique qu'on retrouve hein, chez les patients hein, qui ont à la fois des problèmes de sommeil, de surinvestissement professionnel ou personnel, etc. On en parlera après si vous voulez. Mais c'est un élément important parce que ce signal de fatigue chronique va être perçu par le cerveau comme un signal de danger et donc va amener à prédire différemment aussi son fonctionnement et amener un impact sur le plan moteur. Et donc, par la suite, lors du congrès, on a eu la chance aussi d'avoir Marc Hallett, qui est un professeur de neurologie à Boston, qui a aussi abordé la théorie qu'il avait sur l'altération du mouvement dans les troubles neurologiques fonctionnels, qu'il a enrichi aussi au fur et à mesure du fait de ses recherches sur le mouvement normal. Il rappelle les différentes étapes du mouvement normal, hein, qui part d'une intention, avec une planification du mouvement, jusqu'à l'exécution du mouvement pour générer un mouvement. Ce mouvement-là, il rappelle aussi qu'il est influencé, médié par différents facteurs, notamment la manière dont on intègre nos émotions, puisqu'on ne va pas agir de la même manière qu'on ait peur ou qu'on soit en colère, par exemple. Mais c'est aussi dépendant de notre niveau d'attention qu'on va porter sur la qualité du mouvement ou sur l'objectif du mouvement. Et il rappelle aussi que finalement, notre cerveau va à la fois utiliser des modèles d'inférence prédictive pour faire ce mouvement, et il va le comparer, comme je vous disais tout à l'heure, à ce feedback, donc les conséquences perçues, les signaux physiques qui vont être envoyés en conséquence du mouvement. Et donc ça va être intégré de manière multimodale, et ça va nous faire générer ce qu'on appelle le sens de l'agentivité, c'est-à-dire cette capacité qu'on a à se dire que quand on bouge, c'est nous qui bougeons et c'est nous qui sommes maîtres de ce mouvement-là. En plus de ça, pour pouvoir maintenir un niveau d'adaptation par rapport à ce mouvement, on va prendre en compte dans cette intégration multimodale notre interoception et notre extéroception, c'est-à-dire ce qu'on perçoit de nos viscères et aussi notre proprioception, ce sens qui nous fait dire qu'on sait où se situe notre corps dans l'espace. Et donc, ça a son importance quand on l'applique au mouvement anormal dans les troubles fonctionnels. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est appuyé sur des recherches, notamment en imagerie fonctionnelle. Et une des premières choses qui a été faite, c'était de se pencher sur la question de l'intention du mouvement. Est-ce que ces patients
simulent leur mouvement ou est-ce qu'ils le subissent. Et donc ça, il y a beaucoup d'études maintenant qui ont été faites là-dessus, qui montrent en effet des différences dans l'activité cérébrale chez les patients qui ont des troubles fonctionnels, en comparaison à des personnes qui simulent le même mouvement, par exemple une paralysie. Donc ça a permis d'écarter l'idée que ces patients simulaient leurs symptômes, et ça a amené aussi la notion qu'ils subissaient de manière automatique, enfin des mouvements qui étaient automatiques. Par la suite, il y a d'autres recherches qui ont été faites sur la question de l'attention, parce que c'est une plainte qui est très, très souvent retrouvée chez ces patients, c'est plus de 85% des patients, avec des difficultés en attention volontaire et une attention qui est automatique, pour le coup, beaucoup plus centrée sur les symptômes, hyper focalisée. Et donc ça, il y a plusieurs études qui ont été faites, je choisis celle d'Ismaël Konejero qui a été récemment publiée, qui montrait cet hypométabolisme frontal bilatéral qui est le reflet aussi des difficultés attentionnelles que peuvent décrire les patients et qui va influer sur le mouvement. L'autre aspect très important aussi, c'est la manière dont vont être intégrées les émotions dans le cadre de la planification du mouvement. Donc pour ça, il y a plusieurs études qui ont été faites qui montraient en priorité une hyperactivité des régions limbiques notamment. Alors ça, c'est dans les études plus localisationnistes au niveau de l'amygdale droite, mais aussi de l'amygdale gauche. Mais globalement, c'est le réseau de salience finalement qui est en jeu, qui est hyperactivé. Hein. Pour rappel, dans les théories actuelles sur le fonctionnement du cerveau, on parle d'une activation des réseaux de salience qui nous permet d'orienter notre attention et notre mouvement vers une tâche, ou à l'inverse, un réseau mode par défaut pour nous laisser le temps de penser, etc. Donc, ce réseau de salience, il inclut différentes aires, et notamment des aires importantes dans la question du mouvement automatique, comme la substance grise périaculicale ou l'aire motrice supplémentaire. La substance grise périaculicale, elle va permettre d'amener des comportements moteurs automatiques de défense, notamment, comme la fuite, l'attaque ou la sidération, comme on peut le voir dans les états de stress, par exemple. Et les études ont montré qu'il y avait une hyperconnectivité de ces réseaux entre les régions limbiques et les régions motrices, notamment l'aire motrice supplémentaire. Donc, ces émotions, finalement, par une hyperactivation, viennent modifier le schéma moteur des patients. Et ça de façon automatique. Donc ça amène quelque chose de très important aussi dans la symptomatologie pour comprendre un peu mieux les patients. L'autre aspect qui est en jeu maintenant, c'est qu'on arrête de faire des études de localisationnistes et on se concentre plus sur la connectivité. Et donc, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, là, c'est une autre étude qui montrait les éléments de connectivité entre l'amygdale, l'insula et les aires motrices supplémentaires chez les patients qui ont des troubles fonctionnels et qui rapportent des antécédents de psychotraumatisme sévère dans l'enfance qu'on retrouve chez 2 tiers des patients à peu près, notamment l'abus physique ici, mais ça peut être la négligence émotionnelle aussi. Et donc qui mettent vraiment en avant des endophénotypes aussi, hein, dans ce sens-là. Et ça, c'était un élément important qu'il faudra voir aussi dans le futur sur le plan de la recherche. L'autre aspect qui a été beaucoup étudié aussi, c'est la question de cette intégration multimodale, ce sens de l'agentivité, qui est très, très altéré chez ces patients-là. On retrouve notamment une diminution de l'activité de la jonction temporopariétale droite, qui est une région qui est très impliquée dans le sens de l'agentivité, qui nous permet de savoir que le mouvement qu'on fait est le nôtre. Et la connectivité entre cette région et les régions motrices aussi est très altérée, très diminuée, qui probablement impacterait à la fois le feedback, c'est-à-dire les signaux physiques qu'on va pouvoir percevoir consciemment ou automatiquement, et les inférences prédictives qui vont être génératrices de mouvements. Un autre aspect qui va être altéré dans les mouvements, dans les troubles neurologiques fonctionnels, ça va être les aspects autour de l'interoception et de la proprioception. Alors, c'est une littérature émergente, mais qui va être intéressante dans le futur. On a notamment des études qui montrent qu'il y a un trouble de la perception de la variation de la fréquence cardiaque chez les patients qui ont un trouble fonctionnel moteur en comparaison au contrôle. Et puis, il y a toute une littérature qui commence à émerger aussi sur la question de la catégorisation entre troubles neurologiques fonctionnels et certaines douleurs chroniques nociplastiques, notamment, donc la fibromyalgie par exemple, ou les CRPS. Et des études assez intéressantes montrent que les mécanismes seraient très similaires, notamment là, dans le cas des douleurs chroniques. Le cerveau vient comme submergé d'informations proprioceptives par la douleur, qui vient par feedback impacter aussi l'aire motrice supplémentaire et modifier le schéma moteur dans la commande prédictive qui sort
cortex moteur primaire et qui vient en fait comme paradoxalement éteindre une certaine proprioception. Et cette extinction, elle vient aussi pour pouvoir réduire l'erreur de prédiction, c'est-à-dire l'écart qu'il va y avoir entre ce que veut prédire le cerveau et ce qu'il perçoit comme signaux physiques. C'est globalement, en clinique, ce qui va se passer quand quelqu'un va avoir mal au lombaire et il va se mettre à marcher un peu comme un petit vieux. Ça va modifier son schéma moteur. Enfin, ce qui peut être intéressant, c'est des études aussi qui sont en train d'émerger sur la question de la génétique. Alors, il y a tout un pan là-dessus qui est en train de se pencher sur cette question, notamment l'effet de la variation du gène TPH2, là, dans cette étude, chez des patients qui ont un trouble moteur fonctionnel et un passé de psychotraumatisme sévère dans l'enfance. Et donc, cette variation de gène aurait une corrélation, notamment au niveau clinique, mais aussi au niveau de cette hyperactivité, hyperconnexion entre les régions limbiques et les régions motrices. Un peu comme si le cerveau fonctionnait en état d'hypervigilance constant, sans forcément qu'il y ait une conscience de cet état par le patient. Donc au final, il y a de nouvelles théories qui émergent sur les troubles neurologiques fonctionnels, qui permettent de sortir de cette dualité entre corps et cerveau, où finalement on se rend compte que les deux sont bien impliqués dans ces aspects-là. À travers la théorie des émotions construites, je vous invite vraiment à lire cet article parce qu'il est assez édifiant sur comment ça va se passer pour la suite en termes de compréhension autour des troubles neurologiques fonctionnels. Et pour mieux comprendre finalement cette question d'inférence prédictive, comment fonctionne notre cerveau dans la question du mouvement anormal. Vous voyez qu'il y a de plus en plus d'études en imagerie aussi qui sont faites sur ce sujet-là, et tant mieux parce que ça nous permet vraiment d'avancer pour les patients. On comprend aussi un peu mieux les implications entre troubles fonctionnels et douleurs chroniques nociplastiques, ce qui amène aussi à un changement modographique qui est en train doucement de se faire pour réunir probablement ces deux entités. Et quelques études préliminaires sur les aspects génétiques. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser la parole au docteur Coraline Ingré, qui est donc psychiatre praticien hospitalier au CHRU de Nancy et qui s'intéresse depuis plus de 10 ans aux crises fonctionnelles dissociatives, comme on les appelle maintenant, et qui va nous parler des aspects cliniques sémiologiques qui ont été abordés lors de cette conférence. Merci beaucoup, Guilhem. Merci pour cette présentation qui montre à quel point nos connaissances évoluent très vite sur l'éthiopathogénie des troubles neurologiques fonctionnels et à quel point il est loin, très loin, le temps où on pouvait dire oui, c'est des troubles, on ne comprend rien. On n'en est vraiment plus là. Alors, moi, quelques mots sur les actualités sémiologiques ou quelles sont un peu les conceptions cliniques ou les messages forts qui ont été partagés sur ce sujet. On va rapidement se centrer sur, je pense, la communication la plus importante qui nous a été faite, la plus généraliste sur à quel point les troubles neurologiques fonctionnels sont multifacettes et qu'il faut faire attention de ne pas rester très centré sur un symptôme. On va voir pourquoi. Et puis, je vous donnerai quelques actualités sur les crises fonctionnelles dissociatives, ces anciennes crises non épileptiques psychogènes, sur les notions de Parkinson fonctionnel, sur l'épidémie des tics pendant la crise Covid grâce à TikTok et un mot sur les TNF post-vaccination Covid. Donc, en quoi ces troubles neurologiques fonctionnels sont profondément multifacettes? Alors, on doit cette excellente communication à Sarah Lidstone, qui travaille à Toronto et qui, à travers un travail sur une énorme cohorte, a essayé de démontrer à quel point, effectivement, le trouble neurologique fonctionnel, en fait, ce n'est pas un symptôme, on est bien dans l'ordre du syndrome. Et j'aime beaucoup cette présentation où elle met bien en évidence qu'au cœur de ces troubles neurologiques fonctionnels, on va aller retrouver une paralysie, un trouble du mouvement, un phénomène de crise ou de syncope, une perte fonctionnelle, sensorielle, une dysphonie, une perte de la vue X ou Y, mais qu'autour de ce symptôme central qui est souvent l'objet du motif de consultation, on va retrouver d'autres choses. La douleur chronique, comme en parlait très bien Guilhem, des troubles fonctionnels digestifs qui sont très classiques, les troubles de la parole qui sont aussi très classiques avec ces bégaiements, ces formes de dysphonie, et puis des troubles de la déglutition, des maux de tête
et les fameux troubles cognitifs fonctionnels, cette plainte cognitive assez peu caractérisée qui peut être parfois l'objet de la consultation elle-même ou au contraire venir colorer ce tableau et la question de la fatigue et des troubles du sommeil. Et puis, si on élargit encore un petit peu ce spectre, eh ben, c'est là où on va rencontrer bien évidemment les troubles dissociatifs et les symptômes dissociatifs de l'ordre de la dépersonnalisation, déréalisation, amnésie dissociative, les troubles classiques de troubles de stress post-traumatique, la question de l'anxiété et de la panique ou la question de la dépression. Et donc, je trouve vraiment cette représentation extrêmement parlante pour bien comprendre ce spectre des troubles neurologiques fonctionnels. Elle le représentait aussi comme ça en se disant, attention, quand vous avez un patient avec des TNF, ne vous centrez pas uniquement sur tel ou tel symptôme qui fait l'objet de la consultation, mais observez, diagnostiquez de manière générale. Et son idée est de se dire que, bien évidemment, pour ces symptômes, on a les 4 piliers qu'on va retrouver dans la démarche diagnostique qui est regarder la variabilité des symptômes, regarder s'il y a une distractibilité, s'il y a une inconsistance et une incongruence dans la présentation de ce symptôme avec différents signes cliniques, et je n'ai pas le temps de les détailler en fonction de la présentation, mais l'important est de se dire que très souvent, on en a plusieurs, et elle a, dans sa pratique clinique à Toronto, un questionnaire qui vient relever l'ensemble des signes cliniques possibles dans les TNF, et quand elle a étudié sur 160 patients, finalement, en moyenne, les patients cotaient 20 symptômes sur 50. Donc, on voit bien cette notion de spectre large qui est intéressante. On voit aussi qu'on a souvent tendance, quand on parle de TNF, à se centrer sur l'idée d'une présentation motrice. Or, les symptômes non moteurs sont extrêmement fréquents, de douleurs chroniques, de fatigue, de troubles cognitifs, et peuvent précéder déjà la présentation d'un symptôme moteur, et c'était cette littérature assez récente qui commence de plus en plus à émerger. Et donc, en conclusion de la partie de Sarah Linston, elle présentait ce schéma que je trouve particulièrement pertinent. L'idée, c'est qu'on aurait la Terre avec un environnement psychosocial favorable à déclencher des troubles neurologiques fonctionnels. Et puis, on a ce fameux concept de vulnérabilité, de facteurs prédisposants dans le facteur classique des 3P, avec bien sûr les traumas, la négligence, les tendances à l'alexithymie, la perturbation de l'agentivité, les styles de coping particuliers. Et puis, à la faveur d'un événement déclencheur, ce qui viendrait que l'on passe de la Terre à l'air libre, cette bande-là d'événements déclencheurs qui peuvent être traumatiques, qui peuvent être une blessure physique ou autre, on va commencer à voir les choses émerger qui vont pousser, si on reprend sa métaphore, grâce à des mécanismes tels que la dysrégulation du système neuro-autonome, grâce à des mécanismes de dissociation, grâce à la question de l'anxiété somatique, de la somatisation, de la conversion au sens strict du terme. Et on va retrouver ensuite une sémiologie qui vont devenir les feuilles des arbres, qui peuvent être la faiblesse, la paralysie, le trouble de la marche, avec quand même très souvent cette notion de douleur, de fatigue, de troubles cognitifs sous-jacents. Donc voilà pour cet aspect un petit peu multifacette de ces troubles. Un mot sur les crises fonctionnelles dissociatives. On a eu la chance d'entendre Barbara Dvorsky, qui est américaine de Boston, qui travaille en épileptologie et qui a passé un message très fort qui a émergé dans la littérature récemment sur cette thématique, qui est la question de la mortalité et de la morbidité dans ces crises fonctionnelles dissociatives où effectivement, par rapport à des contrôles, le risque de décès est 3 fois plus important chez donc des sujets jeunes. Alors, je vous rassure tout de suite, on ne meurt pas directement de crise fonctionnelle dissociative, elle ne cause pas la mort, mais l'association à des comorbidités psychiatriques, à des comorbidités neurologiques telles que l'épilepsie, des traumas crâniens, va augmenter le risque de mortalité. Et donc, on le retrouve fois 2,5 par rapport à la population générale. Chez des patients très jeunes, moins de 30 ans, fois 8 par rapport à la population générale, avec des taux de suicide effectivement importants. Et si l'on souffre d'épilepsie et
de crise fonctionnelle dissociative. Alors là, on explose par exemple le risque de tentative de suicide qui est multiplié par jusqu'à 152% supérieur. L'idée était vraiment de se dire, ça reste des troubles graves, potentiellement avec un risque de mort, et on ne doit pas banaliser ces troubles neurologiques fonctionnels. Un petit mot aussi qui a été une des présentations phares de ce congrès et qui nous a particulièrement intéressés, qui a été présenté par Alberto SP, qui est extrêmement brillant sur cette question de la maladie de Parkinson et des troubles neurologiques fonctionnels dans la maladie de Parkinson, avec une revue de la littérature là, très récente sur cette question, qui vient souligner à quel point les TNF ou d'autres symptômes somatiques ou somatoformes sont présents dans des maladies de Parkinson avérées. En fait, il y a vraiment un pattern de TNF avant l'apparition d'une maladie de Parkinson chez un certain nombre de patients qui développera une pathologie de Parkinson, qui peut être des troubles de la marche, des dystonies fonctionnelles ou vraiment l'ensemble du tableau qu'on peut appeler un parkinsonisme psychogène. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y aurait donc chez certains patients TNF un sous-type et une évolution neurodégénérative prodromale d'une maladie de Parkinson, ce qui vient quand même un petit peu bousculer nos idées. Alors, cela représente une petite partie des patients, mais avec des patients qui auraient, donc c'est la courbe verte, une apparition de troubles neurologiques fonctionnels avant même le début des troubles de la maladie de Parkinson. Et ces patients-là auraient particulièrement une tendance à évoluer vers des profils psychotiques et cognitifs plus graves. Et puis, la courbe verte en pointillé chez des patients qui ont une maladie de Parkinson bien installée et qui vont développer des TNF avec une association à des troubles plutôt de l'humeur, des troubles dissociatifs, une hypocondrie ou des crises fonctionnelles dissociatives. Donc là, c'était vraiment l'idée que finalement, troubles neurologiques fonctionnels et maladie de Parkinson partagent un support neurobiologique commun, avec l'idée d'une perturbation et d'un découplage entre le réseau de mode par défaut et le réseau de science qui favoriserait à la fois les TNF, mais aussi qui peuvent être retrouvés dans la maladie de Parkinson. Et donc là, il proposait un schéma que je n'ai absolument pas le temps de développer aujourd'hui pour expliquer cette co-occurrence. Notre petit point, vous avez sûrement entendu en plein confinement, il y a eu une explosion des tics moteurs et l'idée était qu'évidemment, il y a eu des diagnostics de tics fonctionnels, donc TikTok, pandémie et les tics sur TikTok, comment une pandémie amène une autre pandémie. Il y a eu pas mal d'intérêt des médias sur cette question, des émissions télévisées. Et en effet, nous avons eu une explosion des tics chez les jeunes ados qui regardaient d'autres ados se filmer avec des tics ou des syndromes, enfin, syndrome de Gilles de la Tourette, à ce moment-là. Et en fait, donc, la différence entre un syndrome de Gilles de la Tourette ou des tics avérés et ces tics fonctionnels qui ont fleuri sur les réseaux sociaux, il y a eu de grandes études et de nombreux papiers qui a permis de se rendre compte qu'en fait, on avait un âge beaucoup plus tardif que les tics habituellement, que dans l'évolution des symptômes, on était surtout sur quelque chose de très brutal, d'un coup, avec d'emblée une multitude de tics qui empêchaient même les actes de la vie quotidienne. Au niveau de la sémiologie, alors que par exemple la coprolalie reste quelque chose d'assez rare, dans les tics lésionnels organiques, même si j'aime peu ce terme, on avait des choses beaucoup plus complexes. Elle était quasiment systématique dans les vidéos TikTok et chez les patients qui allaient consulter pour ces tics fonctionnels, qu'on avait plutôt des comorbidités à type de troubles anxieux, de troubles de l'humeur et d'antécédents traumatiques. Cela ne nous étonne pas quand on parle de troubles neurologiques fonctionnels, alors qu'habituellement, sur des tics, des syndromes de Gilles de la Tourette, on va plutôt être sur une comorbidité de TDAH ou de TOC, et puis qu'on retrouvait plus de filles dans ces populations. Enfin, un petit mot aussi sur une autre épidémie de TNF en post-vaccination. Cela nous a été présenté par Tim Nicholson,
qui mettait en évidence donc une littérature assez riche, mais d'apparition de troubles neurologiques fonctionnels en post-vaccination Covid, qui venait effectivement augmenter l'hésitation à la vaccination, venait nourrir cette question de l'hésitation à se faire vacciner. Et on voit à quel point finalement un regard sociétal vient être le terreau à l'apparition de ces troubles neurologiques fonctionnels. C'était vraiment cette idée de la Terre, finalement, comme environnement psychosocial qui peut venir faire naître l'ensemble de ces symptômes. Donc, l'idée que nous a apporté ce congrès absolument passionnant était que les TNF, on est bien sur des troubles multifacettes. Quand vous avez un patient qui vous consulte pour tel ou tel symptôme, il est important d'aller screener l'ensemble des manifestations possibles. Ne pas oublier que c'est des troubles graves, potentiellement létaux en tout cas, même si ce n'est pas directement par le symptôme. Et donc, il ne faut pas les banaliser et bien au contraire, prendre en considération ces troubles pour leur apporter les soins le plus rapidement possible. On le savait déjà très bien, mais évidemment, avoir un TNF n'exclut pas le fait d'être épileptique, le fait d'avoir une maladie de Parkinson. Et vous le savez, on voit effectivement que ces troubles peuvent être influencés par la société, par les réseaux sociaux, par un contexte de pandémie. Et cela ne les rend pour autant absolument pas de l'ordre de la simulation. Merci beaucoup. J'ai maintenant le plaisir, après avoir parlé de ces aspects thérapeutiques, des aspects cliniques, de laisser la place aux aspects thérapeutiques avec Béatrice Garcin, qui est neurologue, qui est maître de conférences universitaires et qui est une grande spécialiste de ces TNF. N'hésitez pas à poser vos questions, nous y répondrons avec plaisir juste après la présentation de Béatrice. Bonjour à tous, donc c'est avec plaisir que je vais vous parler des actualités thérapeutiques dans les troubles neurologiques fonctionnels. Alors, juste pour commencer, un petit rappel sur qu'est-ce que c'est la prise en charge des TNF en 2022. Donc, il n'y a rien de neuf sur cette diapo, mais un petit rappel pour contextualiser. Donc, globalement, la prise en charge, elle commence par une annonce et des explications diagnostiques qui sont particulièrement importantes puisqu'on sait que ça peut suffire à faire disparaître les symptômes dans 25 à 30% des cas. Et puis, dans un deuxième temps, on proposera une prise en charge multidisciplinaire, personnalisée, adaptée aux symptômes, qui sera donc plus focalisée sur les traitements physiques, notamment kiné, ergothérapie et prise en charge en MPR pour les troubles moteurs, et plus focalisée sur les approches de psychothérapie, notamment thérapie cognitivo-comportementale dans les crises fonctionnelles dissociatives. Et puis, il y a toute une série de traitements add-on à discuter un peu au cas par cas. Donc, je vais vous présenter ce qui a été du coup présenté à Boston. Et donc, ça concerne essentiellement en fait tous les éléments qui sont entourés ici. Donc, on va commencer par parler de la prise en charge multidisciplinaire. Alors, de manière très rapide, juste pour vous dire qu'il y a eu toute une série de présentations sur comment mettre en place des filières spécifiques pour les TNF. Et ces présentations, c'était sous forme d'ateliers en plus petits groupes. Donc, il y a eu notamment cette présentation de Selma Ebeck et Marc Edwards sur le développement des filières spécifiques TNF, avec 3 points sur lesquels ils ont un petit peu insisté. Le premier, c'est l'obtention des financements qui est indispensable. Mais on a aujourd'hui assez d'arguments pour faire ces demandes de financement, par exemple à l'ARS, en insistant sur la fréquence de la maladie, le coût que ça représente et la rentabilité des structures existantes, notamment en Suisse, en Italie et en Angleterre. Deuxième point sur qui doit participer à ces équipes. Donc voilà, toute une série de thérapeutes sont impliqués, notamment les neurologues, les psychiatres, mais aussi les psychologues, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, et puis sans doute aussi psychomotriciens et d'autres soignants. Et enfin, pour améliorer la prise en charge, quelques conseils pour ceux qui voudraient se lancer. Il est important de manager les flux, de trier les patients, car on ne peut pas prendre en charge tous les patients complexes de neurologie et de psychiatrie. Et il n'y a pas non plus de pertinence à prendre en charge les patients polysymptomatiques.
La prise en charge doit être bien sûr adaptée aux symptômes. Ce ne sera pas du tout la même chose pour les symptômes paroxystiques et les symptômes permanents. Et puis, importance bien sûr du diagnostic psychiatrique, d'évaluer les facteurs dont on sait qu'ils sont de moins bons pronostics, notamment la fatigue, la douleur et les troubles cognitifs, et évaluer les croyances. Les patients qui sont suivis pour une maladie de Lyme chronique ou convaincus d'avoir une autre pathologie sont sans doute de mauvais candidats à ces prises en charge expertes TNF. Alors en France, il y a très peu de structures. Juste un petit mot pour vous dire qu'il y a une structure qui a été créée par le docteur Gary à Lyon et qui peut prendre en charge ces patients de manière multidisciplinaire. Alors ensuite, on a eu une présentation sur les psychothérapies, donc par le docteur Gaston Dasset, qui est psychiatre à Boston, et qui nous a parlé avant tout de l'essai thérapeutique CODES, ou CODES, donc qui est le plus gros essai thérapeutique randomisé réalisé dans le cadre des TNF. Donc, il visait à évaluer l'intérêt des traitements de type thérapie cognitivo-comportementale, ou TCC, dans les crises fonctionnelles dissociatives. Alors, il y avait déjà un certain rationnel pour proposer cet essai, puisqu'il y a une vingtaine d'études qui ont montré un bénéfice de la TCC dans les crises fonctionnelles dissociatives, plus de 700 patients inclus, dont 7 études randomisées. Et je vous rappelle qu'il y a plusieurs méthodes, une des plus connues étant la méthode La France, qui a été traduite il y a quelques années en français et que vous pouvez donc utiliser avec vos patients. Donc, CODES, c'est quoi? Eh bien, c'est la comparaison d'un traitement par TCC associé à un traitement standard versus un traitement standard seul. Donc, 186 patients ont été inclus dans le groupe TCC versus 182 dans le groupe traitement standard seul. Et les patients qui étaient dans le groupe TCC étaient significativement plus améliorés que les patients contrôle en ce qui concerne donc l'état clinique global, la qualité de vie, la satisfaction du patient. Malheureusement, cet essai était négatif sur le critère principal qui était la fréquence des crises au cours du dernier mois à 1 an de suivi. Donc, vous avez là en bleu-vert les patients ayant eu un traitement médical seul et en rouge les patients ayant eu en plus la prise en charge TCC. Et donc, vous voyez quand même une différence entre les deux cours. Cette différence était significative à 6 mois, mais ne l'était malheureusement plus à 12 mois. Alors, juste un petit mot pour dire qu'en fait, le traitement standard était probablement déjà un peu trop bien, puisque cela comportait le diagnostic neurologique, un suivi psychiatrique, un traitement des comorbidités, la distribution d'un guide écrit distribué aux patients et 4 à 5 séances de conseils pour améliorer le quotidien. Donc, même si cela n'impliquait pas l'utilisation de TCC, c'était déjà un traitement, on peut dire, largement optimal. Et puis, au décours de cet essai qui a donc été publié dans Lancet Psychiatrie en 2020, il y a eu une pluie d'articles sur les différentes sous-analyses réalisées avec ces données, et notamment cette étude qui montrait que la TCC est peut-être plus intéressante chez les patients qui ont plus de comorbidité psychiatrique à l'anémie et plus de symptômes somatiques. Alors après, le docteur Dasset nous a parlé aussi des autres psychothérapies, donc notamment la TCC pour les autres symptômes neurologiques fonctionnels, donc en dehors des crises fonctionnelles dissociatives, et il nous a montré 3 études montrant l'intérêt de la TCC dans les troubles moteurs fonctionnels avec différentes techniques. Donc cette technique, cette méthode qui a été publiée par Sharp et ses collaborateurs, consistant en des séances autoguidées, donc qui n'implique le thérapeute que 4 fois pendant 30 minutes. Et puis, voilà, d'autres données qui suggèrent que c'est une approche intéressante aussi pour les autres présentations cliniques, même si on a encore peu de données aujourd'hui. Et puis ensuite, il nous a parlé des autres approches par psychothérapie, notamment ce sur quoi il travaille, les psychothérapies inspirées du mindfulness, donc pour les crises fonctionnelles dissociatives, avec des premiers résultats montrant un bénéfice de ces approches. Les approches psychothérapeutiques centrées sur le corps, notamment chez les patients pédiatriques, donc les jeunes patients. Et puis, une étude récente montrant l'intérêt d'un protocole de type TCC, mais utilisé en consultation. Donc, intérêt notamment dans un contexte sanitaire comme celui de la Covid, avec une réduction de 46% donc, de la fréquence des crises par mois de traitement. Alors, toujours dans cet esprit des psychothérapeutes,
Puis, je vous dis un petit mot de cette présentation qu'on a eue par le docteur Aaron Fabian, qui est psychologue, mais psychologue pédiatrique, et qui a développé un programme spécifique pour les jeunes patients souffrant de troubles neurologiques fonctionnels et notamment de crises fonctionnelles dissociatives, mais pas que. Donc, c'est un programme qui s'appelle le programme REACT, de Retraining and Control Therapy, qui consiste à apprendre aux patients à contrôler ces crises, à la fois en modifiant les pensées négatives et en utilisant des mouvements contraires. Donc, dès qu'un mouvement incontrôlé apparaît, le patient doit se concentrer sur un autre mouvement. Donc, ce programme implique 8 sessions impliquant les enfants et les parents, avec importance du sens de l'agentivité et du contrôle. Et ils ont publié une première étude pilote qui montre un effet bénéfique par rapport à une psychothérapie de soutien. Donc, un essai contrôlé randomisé est en cours. Ensuite, on a eu une présentation d'une ergothérapeute, donc Claire Nicholson, qui est ergothérapeute à Londres et qui est le premier auteur des recommandations de prise en charge des TNF par ergothérapie. Donc, une approche qui, en France, est un peu limitée car nous n'avons pas de possibilité de faire rembourser ce soin en dehors des centres de rééducation, mais qui a quand même sans doute tout son intérêt, avec donc pour grand principe, encore une fois, d'aider le patient à comprendre son diagnostic et donc de renforcer l'acceptation et la compréhension du diagnostic et de l'aider à reprendre ses activités de manière progressive en favorisant le self-management, donc la gestion des comportements en fonction des symptômes. Apprendre aussi aux patients à gérer, à utiliser certaines techniques pour gérer leurs symptômes, notamment en redirigeant leur attention pour diminuer le focus sur le symptôme. Apprendre à reprendre des risques, ne pas trop se limiter dans le quotidien, donc avec le Risk Enablement Process. Apprendre à gérer l'hypersensibilité sensorielle, notamment visuelle, tactile, avec une réexposition progressive. Alors, quelque chose qu'on fait sans doute pas très bien, aider le patient à réintégrer son activité professionnelle, soit en éduquant les collègues et l'employeur sur la maladie, soit en adaptant le travail et le temps de travail, ou en aidant le patient à faire une reconversion. Et puis, aider le patient à choisir des aides techniques quand c'est indispensable, mais à utiliser un minimum pour limiter l'entretien des symptômes. De la même manière, on a eu une présentation par une orthophoniste, Jeannette Baker, qui est orthophoniste à Brisbane et qui est aussi le premier auteur des recommandations sur la prise en charge par orthophonie des troubles du langage, de la parole et de la déglutition fonctionnelle, avec des grands principes qui sont globalement les mêmes, notamment aider le patient à changer ses croyances sur la maladie, à modifier le focus attentionnel vers les symptômes et à changer les patterns de mouvement anormaux. Alors, j'ai moi-même été sollicitée pour parler à ce congrès donc, de la stimulation magnétique transcrânienne, donc, qui est l'application transcrânienne d'une impulsion magnétique à différentes fréquences et intensités. Donc, c'est une approche qu'on utilise à la fois à des fins exploratoires, notamment pour les potentiels évoqués moteurs, mais aussi à des fins thérapeutiques. Et dans notre expérience, l'utilisation de cette technique permet une amélioration significative des symptômes chez à peu près 3/4 des patients. Donc, j'ai mis là une photo du docteur Mestrati qui a une très grande expérience et qui est le thérapeute qui utilise cette méthode chez nous à Paris et à Bobigny et qui a pris en charge plus de 1400 patients à ce jour. À noter qu'il y a aussi des données scientifiques sur cette approche avec quelques essais randomisés et puis pas mal de séries de patients, donc plus d'une centaine de patients publiés, ayant été améliorés par cette approche, surtout quand on utilise la TMS à basse fréquence et à une intensité au-dessus du seuil moteur. Alors, on va essayer de lancer cette vidéo juste pour vous montrer comment se déroule une séance de TMS. Alors, il n'y a pas le son. Bon, donc c'est un tout petit peu plus dur de se représenter. En gros, là, il y a une impulsion. Voilà, donc c'est un patient qui a un tremblement fonctionnel. On applique la TMS sur le cortex moteur droit et à chaque impulsion, voilà, vous l'avez vu là, il y a une très brève interruption du tremblement avec une contraction qui est induite par la TMS. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors, hop, voilà, parce que on utilise la TMS à une intensité qui est au-dessus du seuil moteur, c'est-à-dire que chaque stimulation va induire un mouvement.
Alors, évidemment, la question qu'on se pose tous et que vous vous posez sûrement, c'est si ça marche, ok, mais alors comment ça marche? On a formulé 3 hypothèses principales. La première, c'est que avec la TMS, on va moduler l'excitabilité corticale. On appelle ça un effet neuromodulateur, et c'est ce qu'on attend habituellement avec la TMS à visée thérapeutique. La deuxième hypothèse non exclusive, c'est celle de l'existence d'un effet placebo qui existe pour presque tous les traitements. Et la troisième, c'est celle d'un réapprentissage du mouvement avec un effet sensorimoteur induit par le mouvement lié à la stimulation. Donc, pour tester ces différentes hypothèses et surtout la première, on a comparé une stimulation radiculaire sur les racines à une stimulation transcrânienne sur le cortex. Les deux modes de stimulation induisent un effet moteur comparable, mais seule la TMS agit directement sur le cortex. On a finalement observé un effet comparable de ces deux approches qui nous laisse penser que ce traitement agit pas par un effet neuromodulateur, mais plutôt par une combinaison d'un effet placebo et d'un réapprentissage du mouvement avec un feedback sensorimoteur. Alors, je ne pourrais pas entrer dans le détail de toutes ces discussions, mais il y a bien sûr eu plein d'autres études cherchant à comprendre pourquoi les patients sont améliorés par ce traitement. Donc, pour résumer ma présentation, il y a encore peu de preuves sur la TMS à visée neuromodulatrice, mais il y a quand même quelques pistes. Et par contre, la TMS de type choc répété à intensité au-dessus du seuil moteur peut être proposée comme complément au traitement physique et à la prise en charge multidisciplinaire avec un effet placebo et un feedback sensorimoteur important. Et puis pour finir, un petit mot sur cette présentation de Matt Butler, qui est neuropsychiatre à Londres. Et oui, c'est une spécialité qui existe encore dans quelques pays. Et qui nous a fait une présentation sur les psychédéliques dans les TNF. Alors, le rationnel pour utiliser ces traitements est multiple. Il part d'abord donc du même modèle dont vous a parlé Guillaume Carle, de cette erreur de prédiction sensorielle et motrice. Donc, on pourrait résumer ça en fait à un top-down pathologique avec un contrôle attentionnel et une prédiction sensorielle altérée, alors que finalement l'input sensoriel joue moins de rôle dans la perception de l'agentivité et des ressentis sensoriels. Donc, l'idée vient de là. On sait que dans les TNF, il y a déjà des données démontrant l'intérêt de l'utilisation des drogues qui diminuent les processus top-down, tels que le propofol, donc qui va agir en fait en diminuant ce processus de contrôle attentionnel, de prédiction sensorielle et motrice. Et plusieurs équipes utilisent le propofol à des petites doses, évidemment, sous contrôle, pour modifier le ressenti des patients et aider à la guérison. D'un autre côté, on sait aussi que les psychédéliques, et notamment la psilocybine et la kétamine, sont des molécules qui sont déjà utilisées dans d'autres pathologies, et notamment des pathologies psychiatriques comme la dépression. Et un des rationnels, c'est que les agonistes sérotoninergiques, donc notamment la psylo, vont augmenter les inputs de type bottom-up, les inputs sensoriels, et augmenter les connectivités inhabituelles, et donc peut-être renforcer cette petite flèche verte. Alors, cette équipe a fait une méta-analyse, une revue systématique de la littérature sur les données existantes sur l'utilisation des psychédéliques dans les troubles neurologiques fonctionnels. Ils ont trouvé 26 patients rapportés. La majorité de ces patients, en fait, sont des patients assez anciens, des années 50 et 60, ayant été traités par LSD ou psilocybine, et 70% de ces patients étaient significativement améliorés par les psychédéliques. De ce fait, deux études en parallèle, de manière indépendante, ont conçu un protocole thérapeutique utilisant la psilocybine. Vous voyez, ce sont deux études financées à venir, donc l'une à Londres et l'autre en Australie, et on espère avoir des nouvelles données et des nouvelles pistes thérapeutiques grâce à ces études. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, une petite photo pour conclure de nous trois lors de notre séjour à Boston, dans notre magnifique logement étudiant. Et je laisse la place aux questions. Je vois qu'il y en a beaucoup là dans le...
dans le chat. Merci beaucoup, Béatrice. On a Guylaine qui a géré d'une main de maître l'ensemble des questions, donc nous t'écoutons. Oui, on a eu beaucoup de participants et beaucoup de questions, ça a suscité beaucoup d'intérêt, donc vraiment merci pour toutes ces questions, c'est très pertinente même. On va commencer juste avec une première question sur la question de la génétique. Est-ce que c'est un terreau, est-ce que c'est très grave si on a le gène, etc. On n'en est pas du tout à pouvoir se poser ce genre de questions, c'est vraiment des études préliminaires. Et encore une fois, c'est plutôt des modèles multigéniques, c'est-à-dire des interactions entre un gène et un environnement. Donc, ce sont des modèles qui sont pas du tout monogéniques, c'est-à-dire où il y a un gène et du coup, on va avoir la maladie à coup sûr. Ce sont des corrélations qui sont discutées ici. Donc, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Et ce sont vraiment des prémices autour de ce sujet. Il y avait aussi une question, peut-être pour Coraline, dans un premier temps, autour de la question entre la corrélation entre le trouble du spectre de l'autisme et troubles neurologiques fonctionnels ou crise fonctionnelle dissociative. Alors, c'est une excellente question très actuelle, en fait, puisque si on vient sur une conception particulièrement ancienne et inadéquate de l'hystérie proposée par Freud et par la psychanalyse, il aurait semblé inimaginable de pouvoir associer ces troubles conversifs à un trouble du spectre de l'autisme. Et pour autant, on sait très bien que cette conception d'hystérie n'a absolument plus lieu d'être et n'est pas fondée sur de modèles scientifiques, et que l'on peut avoir des troubles neurologiques fonctionnels dans l'autisme. Il y a une étude très récente, en 2022, Guilhem a mis la référence dans le chat, qui retrouve une étude sur des patients avec un spectre autistique où plus de 80% d'entre eux présenteraient des symptômes de troubles neurologiques fonctionnels. En tout cas, la présence de crises fonctionnelles dissociatives est totalement possible et même fréquente, et cela vient un petit peu éclater nos représentations de ces troubles et nous amène à avancer davantage. Donc oui, c'est tout à fait possible. Très bien, merci Coraline. Une question maintenant pour Béatrice. Alors, il y en avait deux, mais on va commencer par la première. La question de la présence d'essais cliniques qui seraient en cours en France sur les troubles neurologiques fonctionnels. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, il y a des essais dont j'ai probablement pas connaissance de tout ce qui se fait, mais il y a des essais dont j'ai connaissance visant à étudier l'intérêt de méthodes de stimulation cérébrale, notamment non pas la TMS, mais une méthode qui s'appelle la TDCS, hein, qui est l'application d'un courant électrique avec un objectif neuromodulateur. Donc là, j'en ai pas du tout parlé de ça aujourd'hui, mais en ciblant certaines régions spécifiques, certains médecins espèrent pouvoir modifier le fonctionnement de régions antérieures ou de régions de l'agentivité et modifier les symptômes. C'est encore très préliminaire, hein, mais voilà, je sais que plusieurs équipes, notamment l'équipe du docteur Conegero à Nîmes et puis aussi l'équipe du docteur Leroy à Lille, s'intéressent à ces approches. Je ne sais pas où ils en sont dans leurs études. Il y a eu quand même quelques essais en France, hein, notamment à nouveau sur la TMS, donc à Rouen, une équipe qui a essayé d'évaluer l'intérêt de la stimulation magnétique transcrânienne, mais qui finalement a trouvé aussi un effet très important du groupe dans lequel il n'y avait pas de stimulation, donc lié plus à un effet placebo. Nous-mêmes, on avait fait donc, cet essai que je vous ai présenté rapidement. Sur l'aspect médicamenteux, j'ai pas de connaissances d'études en cours, ni d'études autres. Oui, Coraline. Il y a eu des demandes de financement qui sont en cours d'examen sur la question de la TDCS dans les crises fonctionnelles dissociatives, sur celle de la psilocybine. Donc, il y a des demandes de financement parce que vous savez, en tout cas, apparemment, certains patients aussi sont connectés à ce webinaire. Avant de faire de la recherche, il faut trouver des moyens pour faire de la recherche et des autorisations, ce qui ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est compliqué. Et puis surtout, ce qui est approche par kinésithérapie, psychothérapie, prise en charge multidisciplinaire, ce sont des essais thérapeutiques qui sont extrêmement compliqués à concevoir parce que c'est très difficile d'avoir un groupe contrôle de qualité et donc qui sont extrêmement onéreux aussi et donc on est limité pour ça. Voilà, on a plein d'idées, mais on est limité un petit peu aussi par les moyens financiers. Merci Béatrice pour cette réponse très claire.
Une autre question que je vais te poser, Coraline, puisque ça a été abordé aussi dans toutes les questions qui ont été posées, en rapport avec le protocole de TCC, notamment finalement comment aborder ce sujet-là avec les patients sur la question de la remédiation cognitive, j'imagine, et de tous les aspects autour de la gestion des crises dans les crises fonctionnelles dissociatives, par exemple. Alors en fait, cette méthode de France qui a été présentée sous l'étude CODES, qui est la grande étude, elle découle donc d'une méthode sur 12 séances thérapeutiques qui permettent, donc qui ont été au départ développées dans les crises fonctionnelles dissociatives, mais qui même au départ ont été développées dans l'épilepsie, puis dans les crises fonctionnelles dissociatives, et pour lequel Kurt Lafrance évoque à quel point ça peut avoir un intérêt pour tous les troubles neurologiques fonctionnels. Donc, il y a 12 séances, un guide du thérapeute, un guide du patient, que nous avons effectivement traduit en français en 2018, où le patient va s'approprier la compréhension de ses troubles, va avoir des outils de régulation émotionnelle, des outils de méditation, des outils pour aller retrouver les déclencheurs de ces troubles, pour aller travailler sur peut-être ses biais cognitifs, et tout est développé. Donc, c'est 12 séances qui peuvent être faites en individuel avec un thérapeute qui est dans les autres pays, pas un psychiatre ou un psychologue. La plupart du temps, c'est des infirmiers ou des spécialistes de gestion des crises dans les pays anglophones qui accompagnent le patient, et puis le patient qui se prépare d'une séance à l'autre. Très bien, merci beaucoup. On va finir sur une dernière question qui rejoint plusieurs questions qui ont été posées. Je vais essayer d'y répondre. C'est sur la question des moyens disponibles en France pour la prise en charge des patients qui ont des troubles neurologiques fonctionnels et des actions mises en œuvre pour les patients. Donc c'est un travail qui est un travail de longue haleine qu'on a débuté depuis 2019 en créant le réseau TNF France, auquel on s'est rattaché maintenant avec la section neuropsychiatrie. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir développer à la fois des outils pour les patients pour permettre une meilleure compréhension de ce trouble-là. Il y a un site internet neurosymptom.org qui est en cours de traduction de l'anglais au français sur ce sujet-là. Il existe aussi une association de patients, un collectif plus précisément, qui s'appelle CAP-TNF, qui a été créé récemment à Lyon par des patients et qui est en cours de développement aussi. Et on va essayer d'agir à travers des webinaires comme ça, mais aussi d'autres actions, que ce soit dans les congrès, mais aussi pour le grand public, pour essayer d'ouvrir un peu plus sur ce sujet-là, et aussi identifier des professionnels de santé qui sont intéressés par la prise en charge de ces patients pour pouvoir développer des projets comme ce projet innovateur qui a été développé à Lyon par le docteur Axel Garib sous la forme d'un hôpital de jour, par exemple. Voilà. Merci. Effectivement, on a beaucoup de questions. Là, une qui venait d'arriver sur est-ce que troubles dissociatifs de l'identité et troubles neurologiques fonctionnels peuvent être associés. Donc, ce n'est pas une question bête, Alexandre Aubrecht. Au contraire, les troubles neurologiques fonctionnels, vous le savez peut-être, sont considérés comme des troubles dissociatifs et des troubles à symptômes neurologiques dissociatifs dans la CIM-11, donc la dernière classification internationale des maladies. Et le mécanisme de dissociation est quelque chose de particulièrement intéressant et étudié dans ces troubles. Et on peut retrouver des troubles dissociatifs multiples. C'était représenté dans le premier graphique de Sarah Linston, dont le trouble dissociatif de l'identité. On avait aussi, je vois, parce qu'il nous reste 2 petites minutes, des questions sur c'est ce que disait Guilhem, sur la place des associations de patients, et est-ce qu'on pourrait envisager une campagne identique à ce qui avait été fait au Royaume-Uni pour déstigmatiser les patients. Et c'est bien l'engagement que l'on a tous autour de cette question pour pouvoir aider et essayer de déstigmatiser au maximum cela. Et il y a une question intéressante pour la dernière minute qui nous reste, qui vient de tomber sur les troubles cognitifs fonctionnels, Béatrice. Elle est pour toi. Alors, y a-t-il des TNF en ce qui concerne les troubles cognitifs? Alors, entre parenthèses simulés. Voilà, c'est ça. Entre parenthèses me laisse un petit peu perplexe. Alors, oui, comme Coraline l'a bien présenté, les patients ayant un trouble neurologique fonctionnel, quelle que soit la présentation clinique, motrice, crise fonctionnelle dissociative, sensorielle,
plaignent souvent de leur mémoire, d'avoir des difficultés cognitives et notamment de quelque chose qui est souvent décrit comme un brouillard cognitif. Donc oui, voilà, ça fait partie du spectre des symptômes dans un sens plus large, au même titre que la douleur, la fatigue, les troubles sphinctériens et plein d'autres choses encore. Donc, clairement, il y a un lien. Et puis, on voit aussi des patients qui se présentent avec vraiment des troubles cognitifs au premier plan. Donc là, on pourrait parler de troubles cognitifs fonctionnels à proprement parler parce que c'est la plainte principale. Et finalement, c'est quelque chose qui est assez fréquent dans le cadre des consultations de mémoire. Et encore pas très bien caractérisé dans le sens où on a l'impression que il peut y avoir plusieurs mécanismes différents qui vont entraîner ces troubles cognitifs. Donc, il y a encore du travail à faire. On a commencé un petit peu à se pencher dessus pour mieux décrire ces difficultés, mieux aussi, du coup, les identifier et donc ne pas forcément rentrer dans un parcours de consultation en mémoire comme le ferait un patient qui a une maladie d'Alzheimer par exemple, et mieux les prendre en charge. Donc oui, clairement, en tout cas, il y a des troubles cognitifs dans le cadre des TNF et des troubles cognitifs fonctionnels qui ne sont pas simulés. Voilà pour cette question-là. Et la question des nerfs dans l'os, c'est une question qui revient beaucoup chez les patients, chez les professionnels qui prennent en charge des patients avec des troubles neurologiques fonctionnels. On retrouve une forte comorbidité avec, vous le savez peut-être pour certains, la question du diagnostic de troubles des nerfs dans l'os dont il existe différentes formes et avec plus ou moins de critères restrictifs où effectivement certains experts se posent la question de si certains diagnostics ne seraient pas en fait uniquement du TNF et pas une comorbidité, mais c'est un vrai sujet. Oui, est-ce qu'on a encore 2 minutes pour commenter là-dessus? En fait, le syndrome d'Ehlers-Danlos qui est le plus souvent co-diagnostiqué ou enfin associé au TNF, c'est la forme hypermobile, donc qui n'est pas la forme génétique ou vasculaire, mais qui est finalement avant tout une hyperlaxité. Donc la question se pose du lien entre syndrome d'Ehlers-Danlos et TNF. Voilà, il y a une possibilité quand même aussi, c'est que finalement, cette hyperlaxité soit un facteur de risque et augmente le focus attentionnel et modifie certains éléments de la perception du corps qui vont favoriser derrière. Donc peut-être que le syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile fait partie des racines que tu as présentées, Coraline. Voilà. Après, Guilhem a mis je n'avais pas vu, Guilhem, que tu avais répondu avec une référence PubMed. Tu es incroyable. Merci beaucoup en tout cas à tous pour votre participation. Vous avez été très nombreux et c'est vraiment quelque chose qui nous encourage beaucoup à continuer à parler et à développer les études, la recherche, les formations autour de ces troubles neurologiques fonctionnels. Merci à tous. Très bon après-midi. Il y a, ne l'oubliez pas, je suis désolée, un super webinaire préparé par la section psychiatrie légale de l'AFPBN sur l'expertise civile avec Christophe Arbus et Anne-Hélène Moncani qui sont tous les deux d'excellents orateurs et qui aura lieu le 25 novembre 2022, donc vendredi, et un autre webinaire que je laisse présenter par Guilhem. Merci Corinne. Et donc ça sera le 7 décembre prochain, toujours à 12h30, sur la question des douleurs chroniques et des troubles neurologiques fonctionnels. J'en ai parlé un tout petit peu aujourd'hui, mais on élaborera un petit peu plus sur ce sujet avec un collègue algologue et une équipe de Centre de la douleur spécialisée en santé mentale de Lyon. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, ça sera très intéressant, je pense. Merci. Ce sera une vraie poursuite par rapport à ce séminaire, à ce webinaire. Merci à tous. Merci encore. Merci beaucoup à tous.